commençons par donc les résultats du ROMA. Alors, on va faire cette présentation un peu en deux temps. D'une part, on va baliser les grandes tendances à partir des indicateurs clés autour desquels nous nous retrouvons chaque année. Et puis nous ferons dans un deuxième temps un focus sur le télétravail dans l'assurance, puisque pour la première fois, l'enquête que nous avons réalisée cette année incluait des questions sur le télétravail. Donc voilà, ce sont la découverte d'une réalité statistique du télétravail dans l'assurance. Alors, au 31 décembre 1997, au 31 décembre 2017, pardon. C'était pour vérifier que tout le monde suivait bien. On est en pleine phase de digestion, donc c'est important. Voilà. Donc nous avons une enquête avec un taux de participation de 95,4%, toujours aussi élevé, donc aussi fiable, un effectif de 146 800 et donc une évolution de l'emploi de plus 0,1%. Métronomiquement, depuis plusieurs années, nous oscillons entre moins 0,3 et plus 0,3%. Alors ce résultat de plus 0,1%, il est le solde d'entrée qui augmente et de sortie qui baisse. À l'arrivée, un solde de plus 0,1 après une baisse de 0,2% enregistrée l'an dernier. Alors, cette moyenne, elle recouvre comme de tradition des dynamiques contrastées entre les métiers. Dans le podium des hausses cette année, nous avons la gestion et maîtrise des risques internes, la communication et le marketing. En baisse, la gestion des actifs et du patrimoine immobilier, le support administratif et la logistique. À noter cette année, d'une part, le léger tassement de la gestion des contrats, moins 1%, et la stabilisation du développement commercial. Vous savez que cette famille, on observait sur cette famille une baisse assez forte depuis 5 ans. Ce plus 0,9% n'est pas un rebond, mais à tout le moins, c'est peut-être la fin d'un recul. La féminisation de la profession se poursuit. Nous sommes aujourd'hui à 60,3%, plus 0,2 points. Elle avait marqué un petit temps d'arrêt l'an dernier. Elle reprend cette année. Il en est de même de la part des cadres qui continue de croître pour atteindre 48,5%, soit plus 0,6 points. Ainsi que de l'évolution de la part des seniors, donc des 55 ans et plus, qui atteignent désormais le taux de 17,9%, d'augmentation de 0,3 points. Sur l'ensemble de l'effectif de la branche, l'âge moyen s'établit à 42,7 ans, soit une augmentation de 0,1 point. Pour la troisième année consécutive, le recrutement en CDI a augmenté. On a recruté 7112 personnes en CDI, soit une augmentation de 5,5%. Cette augmentation du recrutement n'a toutefois pas été suffisante pour compenser les sorties de CDI pendant la même période. L'effectif CDI de la branche est en léger recul. En fait, après la pointe de 2016, il revient de 2016, il revient à son niveau de l'année précédente. Donc, chaque année, nous suivons un indicateur qui est l'indicateur de parité, de la représentation des femmes parmi les cadres. Je rappelle que la valeur 1 si cet indicateur prenait la valeur 1, cela signifierait une parfaite parité en la matière. Nous n'y sommes pas encore,
mais comme pratiquement chaque année depuis 10 ans, cet indicateur gagne encore 0,01 point. Donc on était à 0,82, on passe à 0,83 cette année. L'évolution est certes lente, mais elle est extrêmement régulière d'année en année. Du coup, je pense qu'on va partir à la retraite avant d'arriver à la parité, Michel. C'est sûr, j'espère. Par contre, Nord-Est a quelques chances. Ou alors, il faut que tu truques les chiffres. Voilà. Autre indicateur que nous suivons, c'est la parité sur le terrain des promotions. Et donc, si on considère la dernière colonne de ce tableau, de la même façon, cet indice, l'indice 1, enfin, si cet indice prenait la valeur 1, cela signifierait qu'on a atteint la parité en matière de promotion. Là également, on n'y est pas tout à fait, enfin on y est quasiment, pour les passages de classe 6 à classe 7, hein, avec un indice de 0,99. Idem pour le passage de classe 7 à membre de direction, on est à 0,96. On est un peu plus éloigné pour la ligne classe 5 qui pointe donc le passage de la classe 5 à la classe 6, on est à 0,92. Et puis pour la classe 4, on voit bien que le passage non-cadre-cadre est encore celui qui se fait avec le moins de... qui est encore aujourd'hui le plus éloigné de la parité. Alors si on considère maintenant l'effectif des seniors, alors cet effectif poursuit sa progression. On a vu tout à l'heure qu'il représentait désormais 17,9% de la population. Cette progression, elle ne s'explique pas cette année par une augmentation, par une vague de personnes qui rentreraient dans la catégorie senior, puisque les flux entrant dans cette catégorie, autrement dit les gens qui cette année ont eu pile 55 ans, a légèrement reculé. On voit au passage, si on considère les années précédentes, qu'il semble que la pointe du baby boom, du point de vue salarié, datait des années 2008-2009. À cette époque-là, on avait 4300 nouveaux seniors qui rentraient chaque année. Aujourd'hui, on est plus proche d'un niveau de 3009 à 4000 personnes. Et pourtant, l'effectif senior augmente. Cela est simplement dû au fait que les seniors qui sont en place restent plus longtemps. Et ceci peut être observé dans les trois courbes suivantes. Ce sont des courbes qui représentent la distribution des sorties des salariés de plus de 55 ans. Donc si on regarde la courbe, c'est intéressant de prendre comme point de repère la courbe noire. La courbe noire correspond à l'année 2015. Et ça se voit peut-être pas trop à l'écran, mais ça se voit mieux sur le document. On voit que en 2015, si on compare 2015, 2016 et 2017, donc avec les deux autres courbes bleues, on voit que la part des sorties qui se fait avant 56-57 ans est en baisse. Et l'on voit à l'autre extrémité par rapport à la courbe noire que désormais, au-delà de 60-61 ans, les courbes bleues sont au-dessus de la courbe noire, c'est-à-dire que la proportion des personnes qui quittent au-delà de 60-61 ans, chaque année, augmente un peu. Alors ce ne sont pas des mouvements spectaculaires, mais peu à peu dans le temps, cette courbe est en train gentiment de se déplacer vers la droite. Il y a de la place au premier rang, Amandine, puis il y a la dame qui est là-bas. Voilà. Alors, comme ça, on t'a pas du tout remarqué. Alors, depuis 2014, nous suivons un indicateur, c'est la mobilité externe des CDI. Alors, mobilité externe, ça inclut tous les départs des sociétés d'assurance, quel que soit leur motif. Ça peut être une démission, ça peut être un licenciement, ça peut être un départ à la retraite. Ce que l'on observe en 2017,
c'est que la mobilité externe augmente, puisque le taux de mobilité externe est de 8,6%. Donc le taux de mobilité externe, c'est le rapport entre le nombre de gens qui sont sortis et par rapport à l'effectif au 31 décembre de l'année précédente. Alors ce mouvement concerne, ce qui est intéressant d'observer, c'est que cette évolution concerne quasiment toutes les familles de métiers, à l'exception de 2 familles. Par contraste, si on regarde maintenant la mobilité interne, qui est le deuxième indicateur que nous suivons, je rappelle que la mobilité interne, ce sont des personnes, l'indicateur que nous suivons, ce sont des personnes qui restent dans l'entreprise, mais qui changent de famille de métier à l'intérieur de l'entreprise. Cette mobilité interne, interfamille, je précise bien, a connu en 2017 un recul très important, puisque on a une baisse de près de moitié de la mobilité interne, que l'on retrouve également distribuée quasiment sur l'ensemble des familles de métiers. Voilà, ça fait partie un peu des surprises ou des étonnements, et par l'ampleur et par le fait que ça soit un phénomène qui touche l'ensemble de familles de métiers. Si d'aucuns d'entre vous avaient des éclairages sur cette évolution-là, nous sommes preneurs. Voilà, donc voilà sur les quelques indicateurs traditionnels, les tendances de l'année 2017. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit focus sur le télétravail dans l'assurance. Voilà. Donc, pour la première fois, le questionnaire que nous avons envoyé aux entreprises incluait 2 questions relatives au télétravail. La première question, est-ce que votre système d'information RH vous permet d'enregistrer et de nous transmettre des informations sur le télétravail? Et puis, dans ce cas, on est arrivé à la deuxième question. On demandait pour chaque salarié pour lesquels l'entreprise nous transmet environ 36 ou 37 données, si à ces données, il était possible d'ajouter le nombre de jours télétravaillés au cours de l'année 2017 par ce salarié. Alors, 70 sociétés représentant 55,6% de l'effectif sont en mesure de communiquer cette information. En effet, certaines entreprises proposent le télétravail mais ne le trace pas dans le SIRH. Donc ce 55,6% est une estimation basse du nombre de salariés pour lequel le télétravail est une réalité aujourd'hui dans les sociétés d'assurance. C'est donc sur cet échantillon de 70 sociétés que portent les statistiques que nous allons montrer par la suite. À noter une difficulté d'interprétation que nous avons par rapport à ces données. Il n'est parfois pas très facile de faire la part entre les entreprises, entre la possibilité de télétravailler et l'utilisation effective de cette possibilité. Voilà. À tout le moins, les statistiques portent à minima sur la possibilité de télétravailler. L'utilisation effective, nous avons des interrogations parfois sur l'utilisation de ce droit de tirage dans les statistiques qui nous sont transmises. Alors, je rappelle la définition légale du télétravail. Il est défini comme toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci. Donc c'est par rapport à cette définition du télétravail que nous avons demandé aux entreprises de répondre à l'enquête. Il faudra préciser le taux global, ce qui est pas sur le 0,9. Ok. Alors, premier constat, télétravail, Paris, le désert français.
En moyenne, le taux de télétravailleurs dans cet échantillon de 70% est de 11,9%. Pour autant, voilà. Alors, on peut rajouter les chiffres. Voilà. 11,9%, mais 15,1% sur la région Île-de-France. Les Hauts-de-Seine qui viennent en deuxième position viennent loin derrière puisqu'ils sont à 2,7%. Hauts-de-France. Hauts-de-France, pardon. C'est les gars du Nord. Voilà, donc un salarié sur 6 est concerné par le travail en Île-de-France. En Hauts-de-France, ils ne sont que 1 sur 37. Ça montre quand même l'ampleur des écarts. Alors, comme on va le voir tout à l'heure, ces différences, elles sont dues probablement par un facteur géographique, mais elles recouvrent aussi une autre réalité des populations dont on va voir, qui consomment le télétravail, que l'on va découvrir par la suite, et qui se trouvent être plus particulièrement localisées dans l'assurance, plutôt dans la région Île-de-France. Hein, donc c'est derrière l'aspect géographique, il y a également un profil des télétravailleurs qui sont surreprésentés dans la région Île-de-France. Alors, deuxième enseignement, l'usage du télétravail augmente avec la classe. Les chiffres se passent de commentaires. On est à 0,1% pour la classe 1, 0,8% pour la classe 2, 0,7% pour la classe 3. On passe à 4,4% à la classe 4, 9,7% pour la classe 5, 16,3% pour la classe 6 et 12,5% pour la classe 7. En rappelant qu'on est cadre à partir de la classe 5 pour les non-initiés. Voilà. Et pour les autres conventions, on est à 0,8%. Voilà. 84,3% des télétravailleurs sont des cadres, alors qu'ils ne représentent que 48,5% des effectifs de la branche. Troisième tableau qui affine les précédents, une pénétration plus forte du télétravail dans les métiers du support et du pilotage. Il y a 3 ou 4 familles qui trustent une grande partie de l'usage du télétravail. Organisation et qualité, système d'information, gestion et maîtrise des risques internes, ressources humaines. Tout en bas de ce graphique, les deux plus grandes, la plus importante famille professionnelle de la branche, à savoir la distribution et le développement commercial, ça représente que 0,9%, mais c'est également lié à la définition du télétravail, hein, puisque pour des commerciaux itinérants, on voit bien que par définition, rencontrer leurs clients, ça suppose de ne pas rester dans les locaux de l'entreprise. Mais si on regarde du côté de la gestion des contrats ou prestations, qui représente en gros également 30% de l'effectif, il n'y a que 5,2% des personnes qui travaillent en souscription ou en indemnisation qui aujourd'hui le font dans notre échantillon dans le cadre du télétravail. Autre courbe, une belle courbe presque en cloche. Le télétravail augmente avec l'âge. Donc le taux de télétravail croît jusqu'à l'âge d'environ 45 ans et puis ensuite redescend par la suite. Et si on raisonne en termes d'ancienneté, il croît jusqu'à 20 ans d'ancienneté puis rebaisse. Alors télétravail et temps partiel ne sont pas incompatibles, ils se conjuguent même plutôt bien ensemble. Si on accepte les collaborateurs dont le temps partiel est inférieur à un mi-temps, hein, pour lequel le taux de télétravail n'est que de 0,6%. Autrement, on voit que pour les personnes qui travaillent entre 50 et 80%,
est de 80 à 99%. Le taux de télétravail est même supérieur à celui que l'on enregistre pour les personnes qui travaillent en temps complet. Les différences hommes-femmes existent, mais elles sont peu marquées. Les femmes représentent 63,4% de la population des télétravailleurs, alors qu'elles pèsent pour 60,3% de l'effectif global. C'est relativement proche. Alors, après avoir vu l'accès au télétravail, on va s'intéresser au nombre de jours télétravaillés. Il y a deux chiffres à retenir. La durée moyenne, c'est 40 jours par an en moyenne. Et la valeur médiane, c'est 45 jours. C'est-à-dire qu'il y a 50% des télétravailleurs qui utilisent ou ont accès à cette possibilité moins de 45 jours par an, et la moitié, plus de 45 jours. Donc en gros, je fais un gros arrondi, mais un jour par semaine, pour fixer un peu les idées. Alors, on a vu les différences cadres sur le taux d'accès. Regardons maintenant les différences sur la durée. Et là, le rapport s'inverse. Quand les non-cadres utilisent le télétravail, on a vu qu'ils étaient moins nombreux à le faire. La durée de télétravail pour eux est supérieure, 51 jours, à celle observée pour les cadres, 38 jours. La durée du télétravail augmente avec l'âge. On avait vu que l'accès, à un moment donné, augmentait jusqu'à 45 ans et puis rebaissait. Mais en revanche, si on regarde la durée, elle progresse régulièrement, passant de 28 à 37 à 45, puis à presque 50 jours pour les seniors. Enfin, s'agissant de la durée du télétravail, elle est un peu supérieure pour les femmes, 42 jours, par rapport à ce qu'elle est pour les hommes, 38 jours. Voilà, c'était quelques premiers aperçus de cette dimension télétravail. C'est pas sans intéresser peut-être nos intervenants tout à l'heure qui travaillent justement sur ces sujets de l'environnement du travail. Le lieu, l'espace où l'on travaille naturellement est une dimension essentielle de ce point de vue-là. Merci.